J'ai glissé la fourchette dans la paume de sa main tendue. Comme un serment d'amour éternel. Mais au lieu de la serrer, je l'ai enfoncée jusqu'à l'os. Sentant le cartilage craquer sous la pression, son cri a été étouffé par le brouhaha du restaurant. Et personne n'a tourné la tête. Elle m'avait trahi avec l'homme que j'appelais mon meilleur ami. Filmé en secret par une caméra de surveillance que j'avais piratée moi-même. Et ce soir-là, au cœur de Paris, j'ai décidé que la douleur qu'elle m'avait infligée méritait une réponse symétrique. Viscérale. C'est pour chaque mensonge que tu m'as murmuré à l'oreille. Elle chuchotait. Tandis que le sang gouttait sur la nappe blanche. Et dans ses yeux, j'ai vu pour la première fois la peur pure. Celle qui fait douter de sa propre humanité. Le sang s'est répandu comme une encre rouge sur la nappe immaculée, formant des arabesques irrégulières qui évoquaient les courbes de son corps nu dans cette vidéo maudite. J'étais assis là, au bistrot des Augustins. Ce petit joyau caché dans le marais. Avec ses murs tapissés de miroirs anciens et ses chandelles vacillantes qui projetaient des ombres dansantes sur les visages des autres dîneurs. Personne ne nous regardait vraiment, Paris est une ville de solitude partagée. Où les drames personnels se fondent dans le bruit des verres qui s'entrechoquent et des rires forcés. Elle, Élise. Ma Élise depuis 5 ans. Fixait sa main blessée avec une incrédulité qui me poignardait plus profondément que n'importe quel couteau. Alexandre. Qu'est-ce que tu as fait, murmura-t-elle. Sa voix tremblante comme une feuille d'automne sous la pluie fine qui tambourinait contre les vitres. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone de la poche intérieure de ma veste. Celui que j'avais gardé chargé pour ce moment précis. L'écran s'alluma d'une lueur froide. Bleutée. Et je fis défiler jusqu'à la vidéo celle que j'avais téléchargée la nuit dernière. Après des heures passées à hacker le système de sécurité de cet hôtel minable à Montmartre. Les images étaient granuleuses. Mais nettes dans leur trahison, son rire étouffé. Ses mains agrippant les épaules larges de Julien. Mon collègue. Mon confident. Celui qui m'avait serré la main en me jurant fidélité fraternelle lors de notre promotion commune chez L'Oréal. Ils étaient enlacés sur le lit défait. La lumière du néon clignotant à travers les rideaux mal tirés. Et chaque gémissement qu'elle laissait échapper était un coup de poignard dans mes entrailles. J'avais regardé cette vidéo une centaine de fois. Zoomant sur son visage extasié. Cherchant dans ses yeux dilatés la preuve que tout n'était qu'un mensonge. Un cauchemar dont je pouvais me réveiller. Mais non. C'était réel. Aussi réel que le sang qui perlait maintenant entre ses doigts crispés autour de la fourchette. Regarde. Dis-je d'une voix basse. Presque douce. En penchant l'écran vers elle. Les sons amortis de la vidéo haussaient allètement. Ces murmures inaudibles se mêlèrent au fond sonore du restaurant, le tintement des couverts. La commande d'un couple d'Américains à la table voisine. L'écho distant d'un accordéoniste de rue. Élise secoua la tête. Refusant d'abord. Mais je tins bon. Forçant ses yeux à se poser sur l'image d'elle-même. Nue et vulnérable. En train de se donner à un autre. Son visage pâli. Un voile de sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur automnale qui s'infiltrait par les joints des fenêtres. C'est pas ce que tu crois. Balbutia-t-elle. Mais sa voix se brisa comme du verre sous un talon. Pas ce que je croyais? J'avais vu les messages codés sur son téléphone. Les nuits où elle rentrait tard en prétextant des réunions interminables au bureau de communication. J'avais senti l'odeur de son parfum mélangée à celle d'un aftershave bon marché qui n'était pas le mien. Et maintenant? Cette preuve irréfutable. Capturée par une caméra anonyme qui avait tout vu sans juger. Je retirai doucement la fourchette de sa main. La posant sur la table avec un cliquetis métallique qui résonna comme un verdict. Dis-moi pourquoi. Élise. Dis-moi pourquoi, Julien.
Pourquoi maintenant? Après tout ce qu'on a construit ensemble. Ma voix était calme. Trop calme. Le genre de calme qui précède les tempêtes les plus violentes. Enfant? Dans les rues pavées de Lyon où j'avais grandi, mon père m'avait appris que la rage vraie ne hurle pas, elle murmure. Elle infiltre. Elle attend son heure pour frapper là où ça fait le plus mal. Élise essuya ses larmes d'un revers de sa main valide, étalant une traînée rouge sur sa joue pâle. C'était une erreur. Alexandre. Une nuit stupide. Après trop de vin au lancement du nouveau parfum. Julien. Il était là. Il m'a consolé parce que toi. Tu étais toujours au travail. Toujours distant. Distant? J'avais sacrifié des week-ends entiers pour grimper les échelons. Pour nous offrir cet appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Pour planifier un avenir où elle ne manquerait de rien. Et voilà sa gratitude, une nuit stupide filmée pour l'éternité. Le serveur s'approcha alors. Un jeune homme au tablier impeccable. Portant 2 assiettes de coque au vin fumant. Il posa les plats devant nous avec un sourire professionnel. Ignorant superbement la tache de sang qui s'élargissait. Bon appétit. Messieurs dames. Dit-il avant de s'éloigner. Et ce fut ce moment anodin. Cette normalité imposée. Qui fit basculer quelque chose en moi. J'attrapai mon couteau à découper. Le faisant tourner entre mes doigts comme un cure-dent. Tu sais. Élise. J'ai pensé à te tuer. Pas avec ça. Non, trop rapide. Trop miséricordieux. J'ai imaginé te laisser te vider de ton sang ici, au milieu des bourgeois qui sirotent leur Bordeaux. Et regarder Paris avaler ton secret comme il avale tous les autres. Ses yeux s'écarquillèrent. Un mélange de terreur et d'incrédulité. Elle recula sa chaise. Mais je posai ma main sur la sienne. Celle qui saignait encore. Et serrai juste assez pour qu'elle grimace. Mais je ne suis pas un monstre. Pas encore. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti, l'humiliation. La solitude. Le goût amer de la trahison qui colle à la gorge comme un vin tourné. Elle murmura des excuses. Des promesses je t'aime. Alexandre. C'était rien. On peut oublier mais ces mots glissaient sur moi comme de l'eau sur une pierre polie. J'avais déjà oublié, non. Pire. J'avais transcendé l'oubli. Dans ma tête, un plan se dessinait. Précis comme un storyboard de film noir, d'abord. Isoler Julien de son monde. Le faire douter de sa propre virilité, ensuite. Démanteler la carrière d'Élise. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'elle m'en dise pour un regard de pitié, enfin. La confronter une dernière fois. Non pas avec une arme. Mais avec la vérité nue de ce qu'elle avait brisé en moi. Le restaurant bourdonnait autour de nous. Indifférent. Et je souris pour la première fois de la soirée. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Mange. Ma chérie. Ce soir, on fête notre anniversaire. Et demain. Demain. Tout recommence. La nuit tomba sur Paris comme un linceul de velours noir. Troué ça et là par les halos orangés des réverbères. Nous quittâmes le bistrot des Augustins main dans la main, la sienne bandée à la va-vite avec une serviette de table que j'avais nouée moi-même. Un geste presque tendre qui masquait la fureur bouillonnante en moi. Élise marchait en silence. Ses talons claquant sur les pavés irréguliers de la rue des Francs-Bourgeois. Évitant mon regard. L'air était chargé d'une humidité poisseuse. Préfigurant la pluie qui s'annonçait. Et je sentais déjà le poids de la vengeance s'installer en moi comme un vieil ami retrouvé. Chez nous? Dans l'appartement du 6e arrondissement. Elle se rua dans la salle de bain. Prétextant un besoin de se rafraîchir.
Mais je savais qu'elle cherchait à s'éloigner. À respirer sans mon ombre. J'attendis. Assis dans le salon aux meubles design que nous avions choisi ensemble lors d'un voyage à Milan. Feuilletant distraitement un magazine de mode qui vantait les dernières fragrances ou ironie du sort. Puisque c'était mon domaine. Les parfums. Ces essences volatiles qui capturent l'âme en un flacon. Quand elle émergea. Emmitouflée dans un peignoir blanc. Ses cheveux mouillés cascadant sur ses épaules. Je l'attendais avec 2 verres de cognac. À nous. Toast et jeu. Et elle but une gorgée. Ses lèvres tremblantes laissant une trace rouge sur le cristal. Nous parlâmes peu cette nuit-là, ses excuses se muèrent en sanglots étouffés. Et je l'écoutais. Hochant la tête comme un confesseur bienveillant. Mais intérieurement, mon esprit cartographiait déjà les fissures de sa vie, ses amies influentes dans le milieu de la mode. Son poste de chef de projet chez Chanel. Les secrets qu'elle m'avait confiés sur ses insécurités passées. Tout cela deviendrait des armes. Au petit matin. Alors qu'elle dormait encore. Épuisée par les remords fins. Je me levai sans bruit et ouvris mon ordinateur portable. Le hack de l'hôtel n'avait été qu'un échauffement, maintenant. Il était temps de fouiller plus profond. Son téléphone. Laissé sur la table de nuit. Livra ses trésors, des messages enflammés à Julien. Des rendez-vous codés dans des cafés discrets de Belleville. Même une photo de 2. Enlacée sous la tour Eiffel. Prise un soir où elle m'avait dit être avec sa sœur. La rage me submergea à nouveau. Mais cette fois. Elle était froide. Calculée. Julien travaillait avec moi, il était vulnérable. Un email anonyme à notre patron. Avec des pièces jointes suggérant un conflit d'intérêts fabriqué de toutes pièces. Mais plausible dans le monde impitoyable de la cosmétique. Pour Élise. Ce serait plus subtil, des rumeurs semées sur les réseaux professionnels. Des fuites de secrets qu'elle m'avait confiés. Transformés en scandale personnel. Je n'étais pas un tueur. Non, j'étais un architecte de ruines. Quand elle se réveilla. Je l'embrassai sur le front. Feignant l'absolution. On va s'en sortir. Murmurai-je. Et elle hocha la tête. Reconnaissante. Mais en mon fort intérieur. Je comptais déjà les jours jusqu'à ce qu'elle réalise que la disparition qu'elle avait provoquée en moi ou cette partie de mon âme qu'elle avait piétinée allait la consumer à son tour. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine empoisonnée. Un balai de normalité où chaque geste cachait une lame. Au bureau. Rue Royale. Je saluai Julien d'une tape amicale dans le dos. Discutant des campagnes publicitaires pour notre nouvelle ligne de parfums masculins eau de résilience. Ironie du destin. Il ne se doutait de rien. Ce grand gaillard au sourire franc. Avec ses chemises impeccables et son ambition vorace. Mais le soir, seul dans mon bureau après les heures. Je composais des dossiers numériques, des captures d'écran falsifiées montrant des transferts d'argent suspects. Des emails édités suggérant qu'il court-circuitait des deals pour son profit personnel. Tout était prêt, il ne manquait qu'un déclencheur. Chez nous, Élise tentait de recoller les morceaux, dîner aux chandelles. Massage aux huiles essentielles que je lui offrais. Nuit où elle se blottissait contre moi comme pour exorciser le fantôme de Julien. Mais je sentais son malaise grandir. Ses regards fuyant vers son téléphone. Qu'elle gardait désormais verrouillé. Un soir, après une journée particulièrement harassante ou une réunion tendue où Julien avait brillé de son charisme habituel. Je rentrai plus tôt que prévu. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité. Seulement éclairé par la lueur vacillante d'une bougie parfumée à la lavande. Son odeur entêtante me rappelant cruellement nos premiers voyages en Provence. Élise était assise sur le canapé. Les genoux ramenés contre sa poitrine.
feuilletant un album photo que nous avions compilé lors de notre escapade à Nice. Alexandre, dit-elle en levant les yeux. Sa voix hésitante. On doit parler. Vraiment parler. De nous? De ce qui s'est passé. Je m'assis à côté d'elle, posant ma main sur son genou, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu fin de son pantalon de yoga. Je t'écoute, répondis-je. Et pour la première fois depuis la confrontation au restaurant, je vis une lueur de vérité dans ses yeux, pas des regrets, mais une peur viscérale. Comme si elle pressentait la toile que j'étais en train de tisser. Elle parla longtemps. Les mots se bousculant comme une confession tardive, comment Julien l'avait approchée lors d'une soirée corporate. Comment l'alcool et la fatigue l'avaient rendue faible. Comment elle s'était sentie seule dans notre relation parfaite en surface. Tu es si absorbé par ton travail. Alexandre. J'ai eu besoin de sentir que je comptais. Que j'étais désiré. Ses larmes coulaient librement maintenant. Et je les essuyais du bout des doigts, goûtant leur sel amer sur ma langue quand je les portais à ma bouche. Désiré? J'avais désiré cette femme plus que tout, sculptant ma vie autour d'elle comme un joaillier autour d'un diamant brut. Mais elle avait préféré un éclat factice. Et si on consultait un thérapeute, proposa-t-elle, pleine d'espoir fragile. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. Bonne idée. Demain. Je réserve. Mais en réalité, je réservais autre chose, l'envoi de ces dossiers à Julien. Programmé pour l'aube. Cette nuit-là, alors qu'elle dormait paisiblement à mes côtés, je me levai et descendis à la cuisine. Le frigo bourdonnait doucement. Gardien fidèle de nos restes de vie commune. J'ouvris une bouteille de vin rouge. Un Côtes-du-Rhône robuste. Et bus au goulot. Sentant le tanin rugueux irriter ma gorge. Les souvenirs affluaient, notre première rencontre à une expo d'art contemporain au centre Pompidou. Où elle avait ri de ma maladresse avec un verre de champagne renversé, nos promenades le long de la Seine au coucher du soleil. Main dans la main. Rêvant d'enfants et de voyages lointains. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Ou pire, une vérité qu'elle avait souillée par caprice? Le plan se raffinait dans mon esprit, d'abord. Briser Julien professionnellement. Le forcer à quitter l'entreprise. À fuir Paris la queue entre les jambes. Puis, pour Élise, infiltrer son cercle social, une amie commune. Sophie, qui me devait une faveur depuis que j'avais couvert ses frasques lors d'un voyage d'affaires. Une rumeur ici. Une photo mal interprétée là. Et son monde de paillettes se fissurerait. Le lendemain matin, alors que le soleil filtrait à travers les volets mi-clos, jetant des barreaux d'or sur le parquet ciré, je pressai l'envoyer. Les emails partirent dans le vide numérique. Invisible mais inexorable. Au bureau, Julien arriva avec son habituelle assurance. Mais au fil de la journée, je vis les signes, un appel de la RH. Un regard fuyant lors de la pause café. Un départ précipité avant 18h. Élise, de son côté, rentra radieuse, parlant d'une promotion possible. Imagine, Alexandre, chef de collection. On pourrait enfin partir en vacances. Comme avant. Je l'embrassai, goûtant la victoire amère sur ses lèvres. Mais la roue tournait. Et bientôt, elle le sentirait sous ses pieds. Les semaines suivantes furent un tourbillon de faux-semblants. Une danse macabre sur le fil du rasoir. Julien disparut de l'entreprise du jour au lendemain, une démission pour raisons personnelles. Murmura Théon dans les couloirs. Mais je savais la vérité, les enquêtes internes qu'avaient déclenchées mes faux documents l'avaient acculé.
Il m'envoya un message pathétique, « Alex? Si c'est toi. Arrête. » C'était une erreur. Je l'effaçai sans répondre, sentant un frisson de pouvoir me traverser comme un courant électrique. Pour Élise. Les fissures apparurent plus subtilement, d'abord. Un appel de Sophie. L'air contrit. Annulant leur déjeuner, puis des regards en coin lors d'une soirée networking au Louvre. Où des chuchotements suivaient son passage comme une traînée de poudre. « Qu'est-ce qui se passe ?» me demanda-t-elle un soir. Les yeux rougis par le doute. Je haussai les épaules. Innocent. Les gens sont jaloux. Ma chérie. C'est Paris. Mais la nuit, seul avec mes démons. Je revivais la vidéo en boucle sur mon écran, zoomant sur son visage en extase, cherchant dans chaque pixel la faille qui m'avait aveuglé. Étais-je vraiment l'homme distant qu'elle décrivait? Ou étais-je déjà brisé avant sa trahison? Forgé par une enfance où mon père, ouvrier chez Renault, rentrait ivre et frustré, frappant ma mère pour exorciser ses échecs? Cette question me rongeait, me poussant plus loin dans la spirale. Je commençais à suivre Élise discrètement, un traceur GPS sur sa voiture. Des captures d'écran de ses réseaux sociaux où elle postait des selfies radieux pour masquer la tempête intérieure. Un jour, elle me confronta, « Tu me surveilles. N'est-ce pas? Depuis le restaurant. Tu as changé. » Je ris. Un rire creux. Changé? C'est toi qui as tout brisé. Élise. La confrontation culmina lors d'un dîner d'anniversaire surprise que j'organisais pour elle, non pas par amour, mais pour l'humilier publiquement. J'avais invité ses collègues, ses amis, même la famille qu'elle chérissait tant, dans un restaurant chic de Saint-Germain-des-Prés. La table était dressée avec soin, cristaux taillés, fleurs fraîches de rive gauche, un gâteau au chocolat noir qu'elle adorait. Quand elle entra, rayonnante dans sa robe rouge sang, les applaudissements fusèrent. Mais au moment du toast, je levai mon verre et dis d'une voix claire, à Élise, qui s'est transformé l'amour en illusion. Le silence tomba comme une guillotine. Puis, je projetai la vidéo sur un écran improvisé aux pas entières. Juste assez pour que les murmures deviennent hurlements étouffés. Elle se leva, blême, et s'enfuit dans la nuit parisienne, laissant derrière elle un verre brisé et des invités médusés. Elle disparut cette nuit-là. Vraiment disparue. Son téléphone sonnait dans le vide. Son appartement resta vide de ses affaires le lendemain. La police haussa les épaules, adulte consentant. Monsieur. Mais je savais qu'elle n'était pas partie pour toujours, la vengeance est un aimant. Elle attire les âmes damnées. Et moi? J'attendais. Tapis dans l'ombre de notre appartement hanté par ses parfums fantômes. Prêt à la rappeler à l'ordre. Car la vraie punition ne commence qu'après la fuite. Les jours sans Élise s'étirèrent comme une toile grise sur Paris. Une ville qui, sans son rire, perdait ses couleurs vives pour ne garder que les grisailles des façades haussmanniennes et le plomb des nuages bas. J'errais dans l'appartement comme un fantôme, touchant du bout des doigts les vestiges de sa présence, une écharpe oubliée sur le dossier du fauteuil. Imprégné de son parfum à la tubéreuse, un rouge à lèvres à demi entamé sur la coiffeuse. Sa marque de rimel encore visible sur le col d'une chemise que j'avais portée lors de notre dernier voyage à Deauville. Chaque objet était une relique. Un indice dans l'enquête que je menais contre moi-même autant que contre elle. Étais-je le bourreau ou la victime? La nuit, les cauchemars me hantaient, son visage déformé par la douleur au restaurant. Le craquement de la fourchette dans sa chair. Et puis, invariablement, la vidéo qui se rejouait. Ses gémissements se mêlant à mes cris silencieux. Au bureau.
La vie continuait son cours impitoyable. Mon patron. Un quinquagénaire bedonnant au cigare éternel. Me tapa sur l'épaule lors d'une réunion matinale, Alexandre. Avec Julien parti. C'est toi qui prends les rênes de la campagne Résilience. Bien joué. Fiston. Bien joué. Ces mots résonnaient comme une moquerie cosmique. Je hochai la tête, esquissant un sourire professionnel. Mais intérieurement, un vide se creusait. Julien avait fui vers Lyon. M'apprit-on plus tard par un collègue bavard, divorcé précipitamment. Il s'était terré dans un studio minable, refusant les appels. J'aurais dû jubiler. Mais la victoire avait un goût de cendre. La trahison d'Élise n'avait pas seulement fissuré notre couple, elle avait ébranlé les fondations de ma confiance en l'humanité, me laissant nu face à mes propres ténèbres. Pour combler le silence, je commençai à fouiller plus profondément dans son passé. Son ordinateur portable, laissé sur la table basse, livra ses secrets, des emails à une psy qu'elle consultait en cachette depuis 1 an. Décrivant notre relation comme étouffante. Moi comme un amant possessif masquant une insécurité profonde. Étouffante? J'avais cru lui offrir la sécurité. Le luxe d'une vie sans compromis. Les séances dataient d'avant Julien, sa trahison n'était donc pas un accident, mais un symptôme d'un mal plus ancien. Je lus avidement, les mots se gravant en moi comme des tatouages invisibles, Alexandre m'aime trop fort. Il me prive d'air. Trop fort. Cette phrase me hantait, me poussant à questionner chaque geste d'amour passé ou les fleurs envoyées à son bureau. Les dîners improvisés sous les étoiles de Montmartre. Étaient-ce de l'amour? Ou du contrôle déguisé? Un après-midi pluvieux, alors que je déambulais le long des quais de la Seine, abrité sous un parapluie noir, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Alex? C'est Sophie. Faut qu'on parle d'Élise. Sa voix était tendue, coupée par le crépitement de la pluie sur mon abri. Nous convînmes d'un rendez-vous au Café de Flore. Ce bastion des intellectuels parisiens où Hemingway avait autrefois siroté son absinthe. Sophie arriva en retard. Son trench coat dégoulinant. Ses cheveux châtains plaqués par l'humidité. Elle commanda un café noir, ses mains tremblantes trahissant son agitation. Elle est partie. Alex. Vraiment partie. Elle m'a appelé hier depuis un café à Marseille. Elle a tout plaqué, boulot, appart, toi. Elle dit que tu l'as terrorisée. Que cette scène au restaurant, c'était de la folie. De la folie. Le mot me frappa comme une gifle. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre, demandai-je. La voix égale malgré le tumulte intérieur. Sophie hésita, remuant son sucre avec une cuillère tintante. Qu'elle avait peur de toi depuis longtemps. Que Julien n'était pas le premier. Écart. Mais toi. Avec cette vidéo, cette humiliation publique. Elle pense que tu vas la traquer. Pas le premier. Ces mots explosèrent en moi comme une grenade, projetant des éclats de douleur dans chaque recoin de mon être. Pas le premier. Combien d'autres? Alors? Des collègues lors de voyages. Des flirts anodins devenus chers? Je payai l'addition d'un geste mécanique. Et nous sortîmes dans la bruine, où les passants se hâtaient sous leurs ombrelles comme des fourmis affolées. Cette révélation catalysa le plan B, non plus une vengeance ciblée, mais une chasse. J'embauchai un détective privé. Un ancien flic auvergnat nommé Moreau. Avec des cigares malodorants et un bureau encombré rue de Rivoli. Trouvez-la. Dis-je.
glissant une enveloppe gonflée de billets sur son bureau. Discrètement. Il hocha la tête, promettant des résultats en une semaine. En attendant, je me plongeais dans une routine autochtone, jogging matinal le long du canal Saint-Martin, où les péniches brinquebalaient comme des souvenirs flottants, visite à la librairie Shakespeare & Company, où je dévorais des romans noirs de Simenon, apprenant à disséquer l'âme humaine sous la plume impitoyable. Chaque page renforçait ma résolution, Élise n'échapperait pas, elle paierait pour chaque mensonge. Chaque corps qu'elle avait offert en sacrifice à son ego famélique. Moreau revint plus tôt que prévu. Un dossier sous le bras. Taché de café. Marseille. Comme dit l'ami. Elle loge chez une cousine. Rue de la République. Travaille comme serveuse dans un bistrot provençal. Sous un faux nom, Claire Dupont. Claire. Un nom banal. Comme pour effacer son passé scintillant. Les photos montraient une Élise amaigrie. Les traits tirés. Servant des plateaux de bouillabaisse à des touristes hilars. Elle avait coupé ses cheveux. Teint en châtain terne. Et son regard, capturé par un objectif zoom, trahissait une fatigue qui me procura un plaisir coupable. « Que voulez-vous faire ?»« Monsieur » demanda Moreau, allumant un nouveau cigare. Je souris. Sombrement. Rien. Pour l'instant. Juste savoir. Mais savoir n'était pas suffisant. La nuit suivante. Un orage éclata sur Paris. La foudre zébrant le ciel comme des veines ouvertes. Je fis mes valises. Un sac à dos léger, passeport, ordinateur et une clé USB contenant la vidéo au mon talisman maudit. Le TGV pour Marseille filait à travers la campagne bourguignonne. Ses champs gorgés d'eau reflétant mes tourments. Assis en première classe. Je sirotais un café tiède. Observant les voyageurs, une famille bruyante. Un homme d'affaires tapotant son écran. Étais-je l'un d'eux? Ou un monstre en transit? À mon arrivée. L'air salin de la Méditerranée m'assaillit. Chargé d'iode et de promesses de sel. Marseille. Ville bastion aux façades ocre lézardées. M'avala comme une huître géante. Je la trouvai le 3e soir. Dans ce bistrot nommé le Vieux-Port. Avec ses nappes à carreaux rouges et ses murs blanchis à la chaux. Elle portait un tablier taché. Ses mouvements mécaniques contrastant avec la grâce féline que j'avais aimée. Je m'assis au fond. Commandai une pastis trouble. Et attendis. Quand elle s'approcha pour prendre la commande. Son plateau tremblant légèrement. Nos regards se croisèrent. Le temps se figea, ses yeux s'écarquillèrent. Un verre de vin glissa de sa main, se brisant en éclats cristallins sur le carrelage. Alexandre. Non. Murmura-t-elle, reculant comme si j'étais un spectre. Si. Élise. Ou devrais-je dire Claire? Ma voix était un murmure. Mais elle portait le poids de Paris entier. Elle s'effondra sur une chaise voisine, ignorant les regards curieux des clients. Comment m'as-tu trouvé? Pourquoi? Les questions jaillissaient. Paniqué. Je sortis la clé USB. La posant sur la table comme une grenade dégoupillée. Parce que la fuite n'efface pas la dette. Ma chérie. Et parce que j'ai besoin de comprendre, combien d'hommes. Élise? Combien de fois m'as-tu trahi avant Julien? Elle secoua la tête. Larmes coulant sur ses joues bronzées par le soleil provençal. 2. Juste 2 écarts stupides. Avant lui. J'étais perdu. Alex. Ton amour était une prison dorée. Prison dorée.
Les mots me transpercèrent, mais je tins bon. Tendant la main pour effleurer la sienne, un geste qui la fit tressaillir. Reviens avec moi. On recommence? Loin de tout ça. C'était un mensonge. Bien sûr. Le vrai but était de la ramener dans la toile. De la confronter à ses propres ruines. Elle hésita. Puis hocha la tête. Brisée. D'accord. Mais promets-moi la paix. La paix. Un mot si fragile dans ma bouche. Nous prîmes le train de nuit. Ses affaires entassées dans un sac anonyme. Et Marseille s'effaça derrière nous comme un mauvais rêve. À Paris. L'appartement l'accueillit froidement. Ses meubles couverts de poussière témoignant de mon absence. Elle s'effondra sur le lit. Épuisée. Et je la regardais dormir. Planifiant la suite, une thérapie factice. Des aveux forcés. Jusqu'à ce qu'elle implose de l'intérieur. Mais le lendemain. Tout bascula. Un appel de Moreau, votre ex-collègue. Julien? Il est mort. Suicide. Dans son studio. A laissé une lettre accusant quelqu'un. Vous. Le monde chancela. Mon plan? Si méticuleux. Venait de dérailler dans le sang. La nouvelle de la mort de Julien me frappa comme un train lancé à pleine vitesse. Broyant mes certitudes en un amas de ferraille tordue. J'étais dans la cuisine. Versant du café fumant dans une tasse ébréchée à un vestige d'un matin ordinaire avec Élise. Quand le téléphone sonna. Moreau. Sa voix rocailleuse coupée par des bouffées de tabac, c'est pas beau à voir. Monsieur. Il s'est pendu. Avec une lettre qui hurle votre nom. Alexandre m'a détruit pour une femme qui ne valait pas la corde. La police va vous convoquer. Je raccrochai. Les doigts engourdis. Le café se renversant en une flaque noire sur le comptoir de marbre. Julien. Mort. Par ma main indirecte. La vengeance? Ce serpent que j'avais nourri. Venait de me mordre à la gorge. Élise émergea de la chambre en peignoir. Les cheveux en bataille. Sentant mon malaise comme un animal flairant le danger. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle. Sa voix encore pâteuse de sommeil. Je la regardai. Vraiment pour la première fois depuis Marseille, amaigrie. Les cernes creusées comme des cratères lunaires sous ses yeux verts. Sa peau pâle contrastant avec la robe de chambre trop grande. Elle était belle encore. D'une beauté fragile. Fissurée. Qui éveillait en moi non plus de la haine. Mais une pitié mêlée de dégoût pour elle? Pour moi. Julien est mort. Dis-je platement? Et ses genoux fléchirent. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise. Son souffle haché. Mort? Comment? Suicide. Et il m'accuse dans sa lettre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Seulement brisé par le tic-tac de l'horloge murale. Un cadeau de sa mère lors de notre emménagement. Élise s'effondra en larmes. Un torrent libérateur qui lava peut-être ses propres culpabilités. C'est ma faute. Tout ça. À cause de moi. Elle se tourna vers moi. Les yeux implorants. Alexandre? Qu'as-tu fait? Le restaurant. La vidéo? Les rumeurs. Et maintenant ça? Je m'approchai. La relevant doucement. Nos corps se frôlant dans une intimité forcée. Ce que j'ai fait? J'ai rendu justice. Pour nous. Pour ce que tu as brisé. Mais même à mes oreilles. Les mots sonnaient faux. Évidés par le poids de la réalité.
Julien n'était pas un monstre, c'était un homme faible. Comme moi. Piégé dans le filet de désirs humains. La police arriva l'après-midi même. 2 inspecteurs en civil, une femme aux cheveux courts et au regard perçant. Nommé Leclerc. Et son collègue bedonnant. Durand. Qui mâchonnait un chewing-gum avec ostentation. Ils s'installèrent dans le salon, dominant les fauteuils comme des conquérants. Et Leclerc posa la question fatidique, « Monsieur Duval. Vous connaissiez bien Monsieur Lemoine ?» Je hochai la tête. Narrant une version édulcorée, amitié professionnelle. Rivalité légère. Ignorance totale de ses tourments. Élise. Assise à mes côtés. Tremblait imperceptiblement. Sa main serrant la mienne comme un étau. Ma fiancée et lui. Une aventure. Brève. Mais ça a tout compliqué. Les flics échangèrent un regard, Paris regorge de ces drames domestiques. Mais le suicide ajoutait une couche de gravité. La lettre mentionne une campagne de destruction. Des emails falsifiés. Des rumeurs. Ça vous dit quelque chose? Leclerc me fixait. Ses yeux comme des lasers disséquant mon âme. Je niais tout? Bien sûr. Avec le calme d'un homme habitué au mensonge. Rien du tout. Julien était ambitieux, peut-être a-t-il inventé ça pour dramatiser. Ils partirent après 1 heure. Laissant une carte de visite et une promesse de suite. La porte se referma avec un claquement sec. Et Élise se tourna vers moi. Furieuse. Tu mens. Tu as tout orchestré. N'est-ce pas? Pour me punir? Pour nous punir? Elle attrapa son sac. Prête à fuir à nouveau. Mais je la saisis par le bras. Plus fort que je ne l'aurais voulu. Reste. Si tu pars, ils te soupçonneront. Et moi? Je dirai tout. C'était une menace nue. Et elle le sut. Nous passâmes la soirée en silence. Commandant une pizza froide qui resta intacte sur la table. Nos regards évitant le gouffre qui s'ouvrait entre nous. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Remplacé par un tourbillon de souvenirs et de regrets. Je repensais à mon enfance lyonnaise. Aux bagarres dans la cour d'école où j'apprenais que la douleur infligée est la meilleure armure contre celle reçue. Mon père, mort trop tôt d'un cancer fumeur, m'avait légué cette philosophie tordue, frappe le premier. Fiston. Ou ils te briseront. Mais avec Élise. J'avais frappé trop tard. Trop fort. Au petit matin. Alors que la lumière grise filtrait par les rideaux. Je décidai de pivoter, non plus vengeance. Mais réparation. J'appelai un avocat. Un requin du barreau nommé Bertrand. Et lui confiai les détails anonymement. Pour l'instant. Préparer une défense. En cas de besoin. Les jours suivants furent un purgatoire administratif, convocation au commissariat du Marais. Où l'odeur de café rance et de désinfectant me donnait la nausée, interrogatoire où Leclerc creusait. Implacable. Sur ma relation avec Julien. Sur la nuit du restaurant. Élise joua son rôle à la perfection, victime repentante. Amante éplorée. J'ai trahi Alexandre. Mais il m'a pardonné. Julien. C'était une erreur fatale. Mais derrière les portes closes. Notre couple se désintégrait. Elle dormait sur le canapé. Refusant mon lit, nos conversations se limitaient à des monosyllabes sur le loyer. Les courses. Paris. Autrefois notre playground romantique. Devenait une prison à ciel ouvert. Ces rues familières me rappelant constamment nos échecs, le pont des Arts où nous avions accroché un cadenas d'amour. Maintenant rouillé et anonyme. Puis,
Un soir de semaine. Alors que je rentrais d'une journée éreintante au bureau promu temporairement à la tête de la division. Ironie suprême. Je trouvais l'appartement vide. Une note sur la table, je pars pour de bon. Ne me cherche pas. C'est trop tard pour nous. Élise avait fui à nouveau. Emportant peu, un sac. Quelques vêtements. Son passeport. Le détective Moreau. Rappelé en urgence. Traqua son signal, avion pour Lisbonne. Sous un nom d'emprunt. Portugal. Une ville de fado mélancolique. Parfaite pour une âme en exil. Mais cette fois, je n'allais pas la chercher. Au lieu de cela, je m'assis dans le noir, sirotant un whisky pur malt, et laissai la culpabilité m'envahir comme une marée montante. La police revint, soupçonnant son implication dans le suicide une fugue coupable. Dirent-ils. Leclerc, plus tenace que jamais, perquisitionna l'appartement, fouillant tiroirs et ordinateur. Ils trouvèrent la vidéo, effacée mais récupérable sur un cloud distant. C'est du chantage. Monsieur Duval. Et si madame est impliquée dans la mort de Lemoine? Je protestai. Furieux. Mais le doute s'insinuait, et si Élise, acculée, avait contacté Julien une dernière fois? Elle poussant au bord? Non. C'était mon œuvre. Seul. Pour survivre, je me plongeai dans le travail, transformant ma rage en créativité féroce. La campagne Résilience devint un succès, affiche montrant un homme brisé se relevant. Slogan de la cendre renaît le feu. Les critiques parlèrent de génie tourmenté. Mais la nuit, seul, je composais des lettres non envoyées à Élise, tu m'as appris la trahison, maintenant. Je t'apprends la solitude. Lisbonne la protégeait temporairement. Mais les rumeurs traversent les frontières comme le vent. Un mois plus tard, un colis anonyme arriva, une clé USB. Et une note, regarde. C'est elle qui a tout commencé. Les images, Élise et Julien. Mais pas à l'hôtel ou dans notre appartement. Filmées par une caméra cachée qu'elle avait installée elle-même. Pour me piéger? Pour un chantage mutuel? La révélation me terrassa, elle n'était pas la victime, elle était l'araignée. Tissant sa toile depuis le début. La vengeance renaissait. Plus affûtée. Dirigée non plus contre moi. Mais contre le monstre qu'elle avait toujours été. La clé USB brûlait dans ma paume comme un charbon ardent. Un artefact maudit qui réécrivait l'histoire de notre amour en un thriller sordide. Je l'insérai dans l'ordinateur. Le cœur battant la chamade. Et les images surgirent, notre chambre à coucher. Éclairée par la lampe de chevet tamisée. Élise et Julien enlacés sur le lit que nous partagions. Leurs rires étouffés résonnant comme des couteaux dans le silence de l'appartement. Mais le cadrage était trop précis. L'angle trop parfait opposé sur la commode. Juste à côté de son flacon de parfum préféré. Elle l'avait installé. Cette caméra minuscule. Achetée en ligne sous prétexte de sécurité pour nos absences. Pour me surveiller? Ou pire? Pour fabriquer des preuves. Un alibi pour sa propre fuite orchestrée? La note accompagnant le colis était tapée à la machine. Anonyme, elle vous a piégé dès le début. Demandez à son ex. Marc Lefebvre. Marc Lefebvre. Le nom évoquait un vague souvenir, un designer qu'Élise avait fréquenté avant moi. Un type éphémère dans sa biographie romancée. Je fouillais les réseaux. Trouvais son profil LinkedIn freelance à Bordeaux. Profil bas. Un appel tardif. Ma voix feignant la camaraderie, Marc. C'est Alexandre Duval. L'ex d'Élise.
On peut discuter? Il hésita. Puis accepta un café virtuel le lendemain. Son visage apparut sur l'écran. Marqué par les ans. Une barbe poivre et sel masquant une mâchoire crispée. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda-t-il sans préambule. Elle m'a trahi. Avec Julien. Et maintenant? Cette caméra. Elle m'a filmé? Marc rit. Un rire amer. Rocailleux. Filmé? Oh. Bien plus. Élise est une manipulatrice née. Alexandre. Avec moi. C'était pareil, des promesses d'amour éternel. Puis des erreurs avec d'autres? Des disputes montées en épingle pour me faire craquer. Elle a même falsifié des textos pour me faire accuser d'infidélité. J'ai perdu mon job à cause d'elle aux rumeurs de harcèlement qu'elle a semées. Ces mots coulaient comme un poison bienfaisant, validant mes soupçons les plus fous. Pourquoi me dire ça maintenant? Il haussa les épaules. Parce que le colis? C'est moi qui l'ai envoyé. J'ai gardé des copies de ces jeux. Elle recommence le même schéma. Et vous méritez de savoir avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard. La phrase résonna en moi comme un glas. Je raccrochai. Et passai la nuit à assembler les pièces, les absences d'Élise lors de nos premiers mois. Ses accès de colère inexplicables. Les cadeaux extravagants qu'elle offrait pour apaiser des tempêtes qu'elle provoquait elle-même. Notre amour n'avait jamais été un conte de fées, c'était un échiquier où elle déplaçait les pions. Moi inclus. Pour son amusement pervers. Le matin. Je contactai Bertrand. L'avocat, changé de cible. Élise n'est pas une victime, c'est une prédatrice. Préparer un dossier pour diffamation. Chantage. Tout ce qui colle. Il nota. Professionnel. Mais je sentis son jugement implicite, j'étais passé de cocu vengeur à justicier paranoïaque. Paris. Sous un ciel d'acier. Devint mon allié dans cette traque renouvelée. Je louai une voiture anonyme. Une Peugeot grise banalisée. Et pris la route pour Lisbonne non pour la confronter. Mais pour observer. Collecter. La traversée des Pyrénées fut un calvaire de réflexion, la radio diffusait du Brassens. Ses chansons railleuses sur l'amour fou me narguant. Les amants de cœur. C'est comme les amants de pied, murmurai-je. Riant jaune. À Lisbonne. Ville de 7 collines et de tramways brinque-ballants. Je me fondis dans la foule des touristes. Moreau. Fidèle limier. M'avait fourni une adresse, un appartement modeste à Alfama. Quartier labyrinthique aux ruelles pavées où l'azuléjo bleu et blanc ornait les murs comme des yeux accusateurs. Je la pistais de loin, Élise Bouclair. Comme elle se faisait appeler, travaillait dans un café branché près du Tage. Servant des pastéis de nata à des hipsters expatriés. Elle avait repris du poids. Son rire résonnant à nouveau. Forcé mais convaincant. Avec un groupe d'artistes locaux. Un soir, je la vis avec un homme, grand, barbu, tatoué. La serrant par la taille lors d'une soirée fado mélancolique. Le cycle recommençait. Je pris des photos. Discrètes. Avec un appareil jetable. Et rentrai à l'hôtel. Un bouge anonyme où l'odeur de sardines grillées imprégnait les draps. Là, seul avec une bouteille de vino verdé. Je composais le plan final, non-violence physique. Mes expositions totales. Envoyer les preuves à son employeur parisien. À sa famille. À ses nouveaux amis lisboètes. L'affaire nue devant le monde. Comme elle m'avait rendu. Mais le doute s'insinua. Venimeux. Et si Marc mentait? Et si c'était une vengeance croisée?
Un triangle de rancune? Je passais une journée à fouiller les archives numériques, forums obscurs où d'anciens amants d'Élise se plaignaient anonymement de manipulations émotionnelles. Un blog abandonné où elle décrivait son art de l'amour libre comme une philosophie. Tout concordait. Pourtant, au cœur de cette certitude, un vide persistait, l'amour que j'avais ressenti. Était-il réel? Ou juste une illusion qu'elle avait tissée avec Maître? De retour à Paris. Le dossier prêt. Je convoquai une dernière réunion avec Bertrand. Envoyez tout. Dis-je. Les emails partirent dans la nuit. Des ondes de choc invisibles. Réactions immédiates, un appel paniqué de sa sœur. Qu'est-ce que tu as fait à Élise? Elle est effondrée à Lisbonne. Puis. Silence radio. 2 jours plus tard. Elle réapparut sur le seuil de l'appartement. Valise à la main. Le visage ravagé par les larmes et la défaite. Alexandre. Arrête. S'il te plaît. Je reviens. Je te jure fidélité éternelle. Elle s'agenouilla. Implorante. Et pour la première fois. Je vis la faille, pas de la peur, mais une addiction au chaos. Un besoin d'être sauvé pour mieux détruire. Je la laissai entrer. Refermant la porte sur le monde extérieur. Bienvenue à la maison. Élise. Mais cette fois, les règles changent. La thérapie commença pour de bons repas feintes, mais réels. Avec une psy neutre recommandée par Bertrand. Séance où nous disséquions nos âmes, ses traumas d'enfance. Une mère absente et un père volage qu'il avait forgé en chasseresse d'affections toxiques, mes propres cicatrices. L'abandon paternel qui m'avait rendu possessif. Vous êtes tous deux des survivants déformés. Diagnostiqua la psy. Une femme aux lunettes rondes et à la voix apaisante. Mais sous les mots cliniques. La tension couvait, regards qui s'affrontaient. Silence chargé de promesses non dites. Un soir, après une séance particulièrement ardue où Élise avoua un troisième amant un flirt avec un client chez Chanel. Je craquai. Pas de violence, mais une confession brute, je t'ai haï. Élise. J'ai voulu te détruire parce que tu m'as montré que l'amour est une arme à double tranchant. Elle pleura. Et pour la première fois, nous fîmes l'amour sans passion destructrice lent. Hésitant. Un pont fragile sur l'abîme. Était-ce la guérison? Ou juste une trêve? Puis, l'inévitable, la police revint. Avec de nouvelles preuves. La lettre de Julien n'était pas un suicide pur, des traces de drogue. Un complot suggéré. Et Élise. Impliquée? Non. Mais moi. Suspect numéro 1. Vous avez un alibi pour la nuit de sa mort, demanda Leclerc. J'en avais un, avec elle. Dans ce lit maudit. Mais le doute persistait. Empoisonnant notre fragile réconciliation. Les soupçons de la police planaient sur nous comme un nuage toxique. Imprégnant chaque coin de l'appartement d'une paranoïa palpable. Leclerc et Durand revenaient régulièrement. Leur visite ponctuée de questions insidieuses, où étiez-vous le 15 octobre? Monsieur Duval? Madame a-t-elle eu contact avec la victime après votre confrontation? Élise répondait avec une assurance nouvelle. Forgés dans les feux de nos thérapies, nous étions ensemble. À dîner chez l'ami Louis. Demandez au serveur. C'était vrai, cette nuit-là. Nous avions tenté une réconciliation forcée. Toast au foie gras et promesses chuchotées sous les lumières tamisées. Mais intérieurement, je bouillonnais, et si elle mentait à nouveau? Couvrant une dernière rencontre secrète avec Julien? La psy. Madame Vasseur nous guidait à travers le labyrinthe émotionnel. La confiance se reconstruit brique par brique. Pas d'un coup de baguette magique.
disait-elle lors de nos sessions bisannuelles dans son cabinet lambrissé du 7e arrondissement, où l'odeur de livres anciens se mêlait à celle du thé à la bergamote. Élise s'ouvrait enfin, confession sur son enfance chaotique à Nice. Où sa mère, actrice ratée, collectionnait les amants comme des trophées, lui apprenant que l'amour était un jeu de séduction éphémère. J'ai cru que c'était normal de tester les limites, avouait-elle, les yeux baissés sur ses mains nouées. Moi, je parlais moins. Mais mes silences pesaient, la mort de mon père. Cette ombre qui m'avait rendu hypervigilant, guettant la trahison avant même qu'elle n'arrive. Vous êtes tous deux des architectes de votre propre prison, concluait Vasseur. Et ces mots me hantaient comme un refrain. Pourtant, la vie reprenait son cours. Précaire. Au bureau. Ma promotion fut officialisée, directeur marketing. Avec un bureau vitré surplombant les Tuileries. Les collègues me félicitaient. Ignorant le scandale sous-jacent, Résilience cartonnait. Les ventes explosant de 30%. Élise, réintégrée chez Chanel après des excuses larmoyantes à son boss, rayonnait à nouveau mais sous surveillance. J'avais installé un logiciel de tracking sur nos téléphones mutuels. Pour la transparence, disais-je. Elle acceptait. Résignée. Mais je voyais la résignation se muer en ressentiment lors de nos dîners silencieux, où les couverts teintaient comme des menottes. Un week-end. Nous partîmes en retraite imposée, un gîte isolé en Normandie, près d'Honfleur, avec ses falaises battues par les vents et ses pommiers tordus par les tempêtes. L'idée était de Madame Vasseur, déconnectez-vous du monde, reconnectez-vous l'un à l'autre. La maisonnette, au mur de pierre couvert de lierre, exhalait une odeur de bois humide et de cidre fermenté. Les premiers jours furent idylliques, promenade sur la plage de Galets, où les vagues léchaient nos pieds nus, dîner de fruits de mer frais, arrosés de cidre brut qui nous faisait rire comme au début. Souviens-toi de Deauville, murmurait-elle, sa tête sur mon épaule lors d'un coucher de soleil orangé. Je hochais la tête, mais le fantôme de la vidéo planait. Un voile invisible. La nuit du 3e soir. L'orage éclata. Un déluge biblique qui transforma les routes en rivières boueuses. Blotti sous les couvertures. Éclairé par la lueur intermittente des éclairs. La vérité jaillit. J'ai revu Julien. Une fois. Après Marseille. Avoua-t-elle d'une voix brisée. Pas pour ça. Pour lui dire d'arrêter. De ne pas te harceler avec des messages. Mensonge ou vérité? Mon cœur s'emballa. Et la caméra? C'était pourquoi? Elle serait dit. Pour me protéger. Au cas où tu deviendrais violent. Comme au restaurant. Viol. Le mot me gifla. Ravivant la scène, la fourchette. Le sang. Mon calme glacial. Nous nous disputâmes pour la première fois depuis notre retour. Voix haussée se mêlant au tonnerre. Accusations fusant comme des éclairs. Tu m'as piégé depuis le début. Les amants? Les manipulations, c'est ton mode opératoire, hurlai-je, me levant nu dans la chambre froide. Elle pleura, se recroquevillant. Et toi? Ta vengeance a tué Julien. Tu es un monstre. Alexandre? Monstre? Peut-être. Je sortis dans la tempête, la pluie me fouettant comme des lanières, courant pieds nus sur le chemin glissant jusqu'à la falaise. Là, face à l'océan déchaîné, je vomis non pas l'alcool, mais la bile de 5 ans de mensonges. Étais-je revenu pour l'aimer? Ou pour la contrôler?
L'aube me trouva épuisé. Rentrant trempé. Élise endormie. Un mot sur l'oreiller, pardonne-moi. Essayons vraiment. De retour à Paris. L'enquête policière s'intensifia. Leclerc m'invita à une discussion informelle au quai des Orfèvres. Ce bastion art déco où les murs suintent l'histoire des crimes parisiens. Assis dans une salle au néon cru. Face à un café soluble imbuvable. Elle posa les cartes, nous avons retrouvé des traces digitales sur les emails falsifiés contre Lemoine. Les vôtres? Monsieur Duval. Je blêmis. J'avais été négligent. Traces effacées mais pas assez. C'était pour me défendre? Balbutiai-je. Mais elle secoua la tête. Défense ou agression? Et madame. Elle a reçu des fonds de Lemoine juste avant sa mort. Un cadeau de rupture? Élise impliquée financièrement? Le sol se déroba. Je rentrai à gare. Confrontant Élise, tu as pris de l'argent de lui? Elle nia. Mais ses yeux fuyants trahirent. C'était pour rembourser une dette. Il insistait. Dette. Le mot masquait un chantage inverse, Julien. Désespéré. Essayant de l'acheter pour son silence. Le tableau se complétait, une toile de toiles imbriquées. Où chacun tirait les fils pour survivre. Madame Vasseur? Alertée. Organisa une session d'urgence. Vous êtes dans un cycle destructeur. Arrêtez. Ou ça finira mal. Mais comment arrêter quand le poison coule dans les veines? Le point de bascule vint d'un appel inattendu, Marc Lefebvre. En personne à Paris pour un dépôt de plainte. Je viens témoigner contre elle. Pour vous aider. Nous nous rencontrâmes aux zincs d'un bar de Bastille. Bière pression devant nous. Marc déballa tout, Élise l'avait ruiné en le faisant accuser de vol chez son employeur. Via des preuves fabriquées. Elle collectionne les victimes. Alexandre. Vous êtes le dernier d'une longue ligne. Sa solidarité me toucha. Mais éveilla un doute, était-il un allié? Ou un autre manipulateur? Pourtant. Son témoignage corrobora le dossier de Bertrand. Renforçant ma défense. Élise. Sentant le vent tourner. Tenta le tout pour le tout, une nuit de passion calculée. Corps entrelacé dans un balai désespéré. Aime-moi comme avant. Murmura-t-elle. Mais je sentis le calcul sous la tendresse. Au matin. Je partis au bureau. Laissant un mot, je sais tout. La fin approche. À mon retour. L'appartement était vide à nouveau mais pas une fuite, un suicide simulé. Une lettre, sans toi. Je ne peux plus. Adieu. Panique. J'appelai la police. Leclerc débarquant avec sirène hurlante. Fouille, trace d'une mise en scène. Valise cachée dans le placard. Élise avait voulu me piéger une ultime fois. Me faire passer pour le coupable d'une disparition forcée. La traque finale commença, aéroport. Frontière. Elle fut localisée à Genève. Dans un hôtel neutre. Sous un nouveau nom. Je volai là-bas. Seul. Face à face dans le lobby aseptisé. Pourquoi, demandai-je. Voix brisée. Elle sourit. Triste. Parce que l'amour. Pour moi. C'est le chaos. Et toi? Tu étais le plus beau désastre. Pas de violence, juste des menottes policières. Extradition en cours. La vengeance achevée. Mais à quel prix? Genève. Avec ses eaux calmes du lac Léman et ses banques impassibles. Fut le théâtre final de notre opéra tragique, un décor suisse. Neutre et froid.
Parfait pour clore un chapitre empoisonné de passion française. Je la trouvai dans le lobby de l'hôtel des Bergues. Assise près d'une fontaine intérieure. Son sac de voyage à ses pieds comme un bagage prêt à l'exil éternel. Elle portait une robe noire simple. Ses cheveux relevés en un chignon négligé. Et quand nos regards se croisèrent, il n'y eut ni larmes ni cris, juste une résignation mutuelle. Comme deux acteurs épuisés saluant la fin de la représentation. Alexandre, dit-elle simplement, se levant pour m'embrasser sur la joue. Un geste presque fraternel. Tu m'as trouvé vite. La police helvétique, alertée par Interpol via Bertrand, arriva discrètement, 2 agents en civil. Badge discret. Menottes cliquetant softly dans leurs poches. Madame Lefebvre ou Duval. Ou Dupont. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de chantage et complicité dans une affaire de suicide. Les mots étaient froids. Administratif. Mais ils portaient le poids de Paris, l'enquête sur Julien relancée. Les preuves numériques reliant Élise à des transferts d'argent suspects. À des emails encourageant sa détresse. Elle ne résista pas, au contraire. Elle tendit les poignets. Un sourire ironique aux lèvres. Enfin, murmura-t-elle. Moi. Je restais en retrait. Spectateur impuissant de ma propre victoire creuse. Pourquoi ce simulacre de suicide, demandai-je avant qu'il ne l'embarque. Elle haussa les épaules. Les menottes scintillant sous les lustres cristallins. Pour te tester une dernière fois. Pour voir si tu m'aimais assez pour me traquer. Ou me laisser partir. L'amour. Ce mot, galvaudé entre nous, résonna comme un écho moqueur tandis qu'on l'emmenait vers une voiture banalisée. Je suivis l'avion de rapatriement jusqu'à Roissy, puis le van blindé qui la mena au dépôt de la Santé. Cette forteresse grise où les âmes parisiennes croupissent en attendant la justice. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire, audience préliminaire au palais de justice de l'île de la Cité, où les avocats s'affrontaient comme des duellistes en perruque poudrée. Bertrand, mon fer de lance, dépeignait Élise comme une maîtresse de marionnettes émotionnelles, présentant les témoignages de Marc, les captures d'écran, la caméra cachée, son avocat à elle. Une avocate féministe aux ongles laqués de rouge. Contre-attaquait, victimisation d'une femme par un amant jaloux et violent en regarder le restaurant. Ce geste sadique. Les flashs des journalistes crépitaient. Paris se délectant du scandale, l'affaire Duval, amour. Trahison et mort au cœur de la capitale. Moi. Je naviguais ce chaos comme un funambule ivre. Madame Vasseur intensifia les sessions. Seul maintenant, vous avez gagné la bataille. Alexandre. Mais perdu la guerre contre vous-même. La vengeance vous a-t-elle guéri? Guéri? Non. Les nuits étaient peuplées de rêves où Julien me fixait depuis l'au-delà. Élise riait dans l'ombre. Et moi. Je tendais la fourchette ensanglantée vers mon propre reflet. Au bureau. Le succès de Résilience culmina en une campagne globale. Mais chaque meeting me rappelait Julien, son siège vide. Son fantôme ricanant. Les collègues murmuraient, Alex a du cran. Mais je voyais la peur dans leurs yeux. La distance polie. Le verdict tomba par un matin de printemps pluvieux. Alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en protestation contre la grisaille. Élise fut condamnée à 2 ans avec sursis pour chantage aggravé. Plus une peine symbolique pour troubles psychologiques infligés. Pas de prison ferme la justice française. Miséricordieuse pour les âmes tourmentées. Mais une interdiction de contact avec moi. Et une thérapie obligatoire. Lors de l'audience finale. Nos regards se croisèrent une dernière fois, pas de haine. Juste une fatigue partagée. Comme 2 naufragés se reconnaissant sur le rivage.
Prends soin de toi. Articula-t-elle silencieusement avant d'être escortée dehors. Je hochai la tête et quittai le tribunal. Avalé par la foule des badauds sous la pluie fine. La vie post-Élise fut un lent dépouillement. Je vendis l'appartement haussmannien. Trop chargé de souvenirs. Et m'installai dans un loft minimaliste à Belleville. Quartier bohème où les graffitis colorés masquaient les cicatrices urbaines. Courir le matin devint rituel, le long du canal. Évitant les regards. Reconstruisant mon corps comme mon esprit. Des flirts sporadiques, une galeriste italienne. Un écrivain anglais. Mais rien de profond, l'amour. Pour l'instant. Était un mot trop lourd. Madame Vasseur me libéra après 6 mois, vous êtes prêt à vivre. Alexandre. S'enchaîne. Un soir d'été. Assis en terrasse du Rosa Bonheur dans le parc de Butte-Chaumont. Bière fraîche à la main. Je revis Sophie par hasard. Elle s'approcha. Hésitante. Un verre de rosé à la main. Alex. Comment vas-tu? Nous parlâmes longtemps, de l'affaire? De ses regrets pour avoir couvert Élise. De la vie qui continue. Elle est à Nice. Maintenant. Avec sa mère. Elle écrit. Paraît-il. Un mémoire sur l'amour toxique. Je ris. Libéré. Qu'elle écrive. Moi. Je vis. La vengeance? Cette ombre qui m'avait consumé. S'estompait enfin. Julien en témoin mes rêves, Élise n'était plus qu'un chapitre clos. Paris. Ville de lumières impitoyables. M'avait brisé et reforgé. Je levai mon verre au ciel étoilé, à la résilience. Et pour la première fois. Je le crus.